La CEMAPA, c'est un aménageur qui a été créé dans les années 80 et qui avait d'abord un statut de SEM. Et c'est seulement à partir de 2012 qu'on est devenu une SPLA. Et en fait, c'est à mesure qu'on a maîtrisé des opérations d'aménagement, en particulier dans le 13e arrondissement de Paris, que le Conseil de Paris nous a fait confiance et nous a confié des opérations de plus en plus importantes, dont en particulier celle de Paris Rive-Gauche. Et dernièrement, des opérations dont vous entendrez sûrement parler, qui sont Bercy-Charenton, Béziers-Houdinès, Porte de Montreuil, Piton-du-Vernois. Je vais vous montrer brièvement un peu l'envergure de ces opérations. Paris Rive-Gauche, c'est la plus connue, c'est la plus grande aussi qu'on a sur Paris. Elle s'étend de la gare d'Austerlitz jusqu'à la limite communale avec Ivry. Et on a un programme qui est quand même assez conséquent et très mixte et qui avait démarré à l'origine avec l'appel international pour la réalisation de la BNF, et donc qui a été remporté par Dominique Perrault. On a ensuite en ce moment l'opération Porte de Montreuil, donc qui est ici en photo. C'est une des opérations qui consiste vraiment à retisser du lien entre Paris et ses communes limitrophes, et qui sont, on va dire, vraiment enclavés par toute cette infrastructure viaire. Et le rôle de la CEMAPA pour cette opération Porte de Montreuil, qui fait partie, au même titre que PRG, du périmètre pour lequel on a signé pour le pacte bois biosourcé avec Fibois. Et donc sur cette opération, on a effectivement des mètres carrés à développer et qui ont déjà été attribués à des porteurs de projets dans le cadre de Reinventing Cities, donc qui n'avaient pas été lancés sous la maîtrise de la CEMAPA, mais dont maintenant on récupère le suivi opérationnel, ainsi que la requalification des espaces publics, surtout autour de cet énorme rond-point que vous avez vu sur la photo précédemment. Une autre opération de porte de la ville de Paris, porte de Vincennes, où on travaille sur cette couture urbaine pour pouvoir recréer du lien. Et donc, on a des opérations qui sont en limite avec le boulevard périphérique, et dont certaines pourront être développées en bois, notamment. La ZAC Paul Bourget, donc c'est aussi une opération toujours en limite avec le boulevard périphérique, qui consiste à recréer du lien. Là, on est plutôt sur un volet paysager pour désenclaver un ancien site HLM, et de proposer des typologies de logements différentes, et qui pourront effectivement aussi être des structures bois. On a la ZAC Béziers-Houdinès, donc c'est un peu la suite d'une première opération qu'on a développée toujours sur le boulevard périphérique, mais qui revient en fait s'accrocher ici avec la ZAC Paris Rive-Gauche. La ZAC, alors c'était plutôt une opération, c'était pas vraiment une ZAC, c'était l'opération Vincent Auriol sur le boulevard. Et qui en fait, dans cette opération se trouvait notre petite opération phare d'une école primaire qu'on a réalisée totalement en bois et avec une isolation de paille. Je pense que vous en aviez fait une présentation lors d'une précédente commission. En tout cas, voilà des photos. C'est une opération qui est livrée maintenant et qui est occupée par les enfants, et qui se vit très bien. Ensuite, on a la ZAC Piton-du-Vernois, qui est dans le 20e. Là, on est vraiment sorti du 13e arrondissement, et qui a aussi cette ambition de désenclaver un site HLM, de le redévelopper avec un volet paysager assez fort, et surtout, on a une démarche aussi d'économie circulaire, donc on va à la fois transformer de l'existant pour
créer de nouveaux logements, mais aussi réutiliser l'existant en l'isolant par l'extérieur notamment et probablement avec des structures bois. Et je termine par, Bercy-Charenton qui est, un peu notre opération, en stand-by pour le moment avec, tous les agendas politiques, qu'il y a en ce moment. Donc c'est un programme qui avait prévu, notamment la réalisation d'IGH, possiblement en structure bois, mais là, effectivement, avec toutes les contraintes, qu'on a actuellement, et les ambitions environnementales, ce programme est, on va dire, remis, sur la table et on va peut-être essayer de, voilà, proposer autre chose, mais c'est encore à l'étude. Donc pour l'instant, le suspense reste entier. Et donc nous, c'est MAPA sur, toutes ces opérations-là. En fait, on a vraiment 2 rôles parce que, comme on est une SPA, on a aussi cette capacité à changer de casquette. Donc soit on est aménageur et on a cette maîtrise du foncier et ensuite on lance les études urbaines, on gère les appels d'offres et ensuite on aide les promoteurs à développer leur opération. Mais on a aussi cette casquette de maîtrise d'ouvrage où on est véritablement voilà, l'initiateur d'innovation et de nouveaux programmes avec des ambitions environnementales fortes pour pouvoir être un peu une figure de proue en matière d'environnement quand on développe un projet dans Paris intramuros. Et donc, effectivement, ces derniers temps, en tout cas moi quand je suis arrivée à la CEMAPA, c'était en 2017. Depuis quelques années, en très peu de temps, on a vraiment renforcé, nos objectifs environnementaux, notamment parce que, voilà, les ambitions politiques de la ville, se sont vraiment renforcées. On a eu beaucoup de plans, politiques, qui ont été, promulgués donc on les connaît, c'est le plan climat-énergie, biodiversité, plan pluie, plan économie circulaire, tout ça, on doit les intégrer, nous, dans nos prescriptions quand on lance des appels à projets. On est aussi certifié ISO 14001 et on participe autant que possible voilà, à tout ce vivier d'acteurs qui sont mobilisés pour le développement durable comme Adibois et aussi Fibois et beaucoup d'autres associations comme Ecopolis, par exemple. Et donc, voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on demande maintenant dans nos consultations. Donc, rien que le plan climat en lui-même, il est quand même assez ambitieux. On demande à beaucoup de programmes qui sont parfois de l'activité de respecter une consommation de 50 kWh par an. Et on impose un label qui est voilà, celui qui pose le plus de débats, qui est le plus c'est moins, avec un niveau exigeant de 3C2. Je vous montrerai plus tard comment nos opérations y ont répondu. Et avec voilà, ces minimums attendus, on essaie aussi de pousser les promoteurs à nous proposer d'aller plus loin, de se labelliser avec d'autres référentiels comme le label Biodiversity ou même biosourcé. Je vais juste, du coup, vous donner voilà, un focus sur Paris Rive Gauche. Donc là, vous avez vraiment l'avant-après. On est sur une typologie de développement urbain qui est quand même très, très dense et qui monte assez haut. Et qui a aussi cette particularité d'infrastructure d'enjamber des voies ferrées. Donc on a à la fois quelques constructions qui sont en pleine terre et qui se sont implantées sur une friche industrielle et qui en fait progressivement montent par-dessus les voies ferrées pour rejoindre l'ancien 13e et faire cette couture urbaine entre la Seine et l'ancien 13e. Et donc, on a vraiment ces particularités techniques et donc qu'il fallait adapter pour pouvoir intégrer ces plus de 2 millions de mètres carrés qui concentraient beaucoup de logements, de bureaux et aussi tous les équipements d'activités et d'équipements publics pour permettre voilà, à la ville de revivre sur ces 130 hectares d'anciennes friches ferroviaires. Et donc ça, c'est voilà, ça c'est l'état actuel de l'opération, on va dire quasiment 20 ans plus tard, parce que cette opération date des années 90. On était partis sur cette typologie de l'îlot ouvert qui avait été imaginé par Ports en Part
Eh bien, c'était quelque chose d'assez innovant. Voilà, on partait sur quelque chose de complètement différent par rapport à l'îlot haussmannien qu'on aurait pu faire, mais finalement non. Et donc, grâce à ça, on a quand même permis à Paris d'intégrer une nouvelle typologie d'architecture et d'offrir aussi aux occupants de ces bâtiments-là d'avoir 4 façades actives et d'avoir voilà, une vraie porosité de la façade avec l'espace public. Et donc, voilà, ça, c'est un exemple de projet architectural qu'on développe. Donc, en tout cas, sur l'avenue de France, on est sur ce contexte sur dalle. Donc, ici, en coupe, vous voyez que sous le bâtiment, il y a le volume ferroviaire. Donc, c'est là que, par exemple, place le RERC. Et vous avez ce plancher technique qui passe, voilà, qui fait cette transition entre le volume ferroviaire et l'espace public, qui concentre tous les éléments techniques, dont les réseaux en galerie. La particularité de ce lot T6B, c'est que c'est un immeuble pont, donc c'était à lui de réaliser ce plancher qui refermait le tunnel, et aussi de réaliser la structure pont, qui est ici une structure métallique qui doit franchir plus de 40 mètres d'espace libre pour venir s'appuyer sur les côtés de l'infrastructure qu'on a réalisée. Et ensuite de développer au-dessus, avec une superstructure légère, le programme qui était prévu. Donc, soit des logements, soit des bureaux. Pour T6B, c'était du logement. Et donc, l'ensemble de ce bâtiment-là, en fait, c'est en structure bois, mais qui avait besoin d'un renforcement structurel avec une structure métallique pour pouvoir enjamber le volume ferroviaire. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on a construit au-dessus du volume ferroviaire. On a à la fois des appuis qui doivent voilà, trouver leur emplacement parmi toutes les voies ferrées qui sont existantes et qui ne peuvent pas forcément être dévoyées, parce que quand on construit, le RERC n'est pas interrompu. Il continue de fonctionner, et donc on doit s'accommoder de ça. Et vous voyez que c'est quand même une infrastructure qui est quand même très épaisse et qui concentre vraiment beaucoup du génie civil de la ville pour fonctionner, quoi. Les réseaux, l'eau potable, l'assainissement, et même les fosses pour pouvoir accueillir des espaces verts. Et donc ça, c'est ce que ça donne quand on a réalisé une dalle et sur laquelle voilà, un bâtiment en bois peut y trouver toute sa place, parce que voilà, quand on réalise une dalle, après ce qu'on doit faire par-dessus doit quand même être d'un certain poids. Si c'est un bâtiment en acier totalement, ce serait beaucoup trop lourd, et donc voilà, ça serait pas adapté. Et non seulement on a ces sujets d'enjamber la voie ferrée, on a aussi ce problème-là pour le périphérique. Donc la ville de Paris, on le sait, a cette ambition d'éventuellement un jour transformer ce boulevard en quelque chose d'un petit peu plus apaisé, voire peut-être un jour un boulevard piéton, on sait jamais. Et donc, comment est-ce qu'on fait quand on a un projet urbain qui est vraiment frontal avec voilà, cette limite urbaine qui est infranchissable. Et donc, voilà, là, par exemple, pour le projet de Brunzosen, dont le permis de construire va être, on espère, obtenu dans quelques temps, propose voilà, des bâtiments bois pour enjamber à certains endroits des bretelles du périphérique, et s'insère même entre certaines pour voilà, s'élever et réintégrer la ville dans cet espace qui était vraiment consacré à la voiture auparavant. Et donc ça, c'est voilà, pour vous présenter comment nos projets dans Paris Rive Gauche, en tout cas, ont pu répondre à nos exigences environnementales. Sachant que par programme, effectivement, il y a eu quelques négociations, parce que c'était parfois difficile à les atteindre, notamment par exemple pour M9A. Quand on a une université qui d'autant plus va accueillir des étudiants américains, on peut s'attendre à ce que le programme soit un petit peu plus exigeant, notamment par exemple en termes de climatisation.
Donc voilà, on se retrouve à devoir malheureusement étudier, négocier avec les promoteurs pour pouvoir maintenir les exigences environnementales qu'on essaye d'appliquer dans nos consultations. Et d'ailleurs, ces prescriptions, on essaye de les adapter au lot et au projet en fonction de sa situation, parce que certains aspects du développement durable sont plus pertinents que dans d'autres. Par exemple, pour M9A, on a vraiment voulu mettre l'accent sur les matériaux biosourcés, pas forcément sur la structure bois, mais vraiment d'avoir une démarche carbone, on va dire vertueuse, mais surtout la moins émettrice possible. Et par exemple, pour Brunzosen, comme on était sur un lancement d'opération à plusieurs lots en même temps, on a essayé de pousser la sobriété énergétique le plus loin possible en essayant de coordonner à la fois avec les concessionnaires, mais aussi avec les promoteurs, la mise en place d'une smart grid. Donc là, actuellement, M9A va avoir son permis là prochainement. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes quand on construit sur DAL qui ne sont pas forcément anticipables quand on a fait des études de faisabilité et qu'ensuite on pousse sur le pro. Et donc des fois, on revient un peu en arrière sur les ambitions qu'on avait souhaité au départ. Donc là, pour l'instant, voilà, l'atteinte des labels, on ne sait pas encore quel est le niveau atteint. C'est pour dire. Et pour Brunzosen, voilà, quand on est sur une opération de cette échelle-là, bah voilà, les pompiers nous rattrapent et nous demandent du sprinklage. Donc voilà, ça remet en question beaucoup comment est-ce qu'on intègre le bois dans ce genre d'opération-là. Je peux évidemment laisser ce PowerPoint à la disposition d'Adif Bois. Donc voilà, je ne vais pas détailler tous les éléments que j'ai inscrits là sur ce PowerPoint, mais je vais finir ma présentation par du coup le retour d'expérience qu'on a réalisé en interne à la CIMAPA sur l'ensemble des opérations qui sont en bois actuellement. Donc il y en a à peu près 18 en ce moment, de toute taille et de toute programmation confondue. Et qu'on a lancé en 2019. Donc c'est vraiment un retour d'expérience qu'on a lancé parce qu'au départ, on n'était pas préparé à avoir des réponses d'appel d'offres avec des structures bois. On savait qu'il y allait avoir possiblement quelque chose d'un petit peu innovant de proposer, mais voilà, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément l'habitude de réaliser des immeubles bois dans Paris, et surtout avec les contraintes qu'on a sur Paris-Rive-Gauche que je vous ai expliquées. Et donc, fort de l'étude de ces 18 projets-là, on en a sorti quelques thématiques, dont la sécurité incendie, la performance environnementale, les conformités réglementaires, l'économie du projet, son accueil par le public notamment, et des petits sujets quand même pas anodins pour la conception du projet. Et en fait, c'est ce retour d'expérience-là qui nous a permis voilà, d'échanger en interne et d'aider nos collaborateurs à monter en compétences pour avoir un suivi exigeant pour nos opérations, et ça l'avenir aussi. Pour ça, l'avenir aussi, ouais. Donc pour la sécurité incendie, voilà, on a un peu effleuré le sujet avant de commencer cette réunion avec la doctrine de la préfecture de police. Pour nous, c'est vraiment l'acteur le plus difficile à travailler avec pour nos opérations, parce que voilà, c'est pas toujours un acteur qui est disponible en fait pour vraiment nous accompagner dans le travail des études pour à la fois pour anticiper les éventuels avis dans les permis de construire qui pourraient voilà, conduire à des avis défavorables, ce qu'on en a eu. Et d'ailleurs, ces prescriptions de services des pompiers ont eu un impact sur le développement de nos espaces publics quand il a fallu voilà, mettre plus de bornes incendie que prévu. Et donc, quand on lance un projet à la consultation, en général, l'espace public est déjà prêt pour accueillir le chantier. Et donc là, on se rend compte que même nous, il faut qu'on reprenne nos espaces publics pour permettre certains projets d'être lancés.
Pour les performances environnementales, on s'est malheureusement, heurtés à la performance du C+, pour, enfin du C-, pardon, dans le label plus et moins parce qu'on s'est rendu compte que voilà, une construction bois ne garantit pas forcément, qu'un projet soit vertueux. Il y a quand même beaucoup de choses, tout autour, de la conception qui voilà, qui peuvent, alourdir, tous ces bilans-là alors que, l'intention de départ était quand même, était vertueuse. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi, pas seulement monter en compétence pour la structure bois, mais aussi de comprendre réellement comment est-ce qu'un projet est conçu sur le plan, bioclimatique, mais aussi, énergétique et thermique. Pour la conformité réglementaire, donc ça, c'est des petits sujets, mais qui parfois, en fait, quand on se lance dans un projet et on n'y pense pas forcément, on se retrouve au moment de déposer le PC qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, bah, par exemple, la hauteur du bâtiment bois, quand on se lance sur du R+12, on se rend compte qu'on peut peut-être dépasser le plafond du PLU, donc il faut revoir, les épaisseurs de plancher. C'était un peu cocasse, comme situation, mais bon, c'est bon à remettre dans notre retour d'expérience. Pour l'économie du projet, là, on s'est rendu compte que, ça avait autant un impact sur, le planning de l'opération que sur le bilan, évidemment du promoteur. C'est-à-dire que quand on essaye, voilà, de pousser le promoteur à avoir une qualité de bois, qui est exemplaire et surtout d'éviter, à recourir à des bois, qui viennent de Chine, forcément, bah, soit les délais de commande, font que, bah, le chantier prend plus de temps que prévu, soit, en fait, le promoteur va essayer de bon, j'espère qu'il y en a pas dans la salle, ou qui m'en voudront pas si je le dis, mais qui vont, évidemment essayer d'avoir une économie de projet qui va peut-être, être, réévaluée sur d'autres postes que par rapport à celui du bois. Et donc, voilà, c'est aussi notre rôle de s'assurer que l'ensemble du projet, est qualitatif et pas, seulement sur le sujet bois. Par rapport à l'accueil du projet, donc là, comme on est sur Paris-Rive-Gauche, je vous l'ai montré, on a des architectures qui sont très modernes, et qui, on va dire, changent concrètement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, au cœur de Paris. Et donc, parfois ça voilà, ça fait poser, quelques questions, ça surprend, les associations. On a eu une fois une proposition de bardeaux de bois sur la façade, et là ça a été un peu, ça a été rédhibitoire et il a fallu reprendre le projet. Voilà, donc c'est la conclusion, de cette présentation. Nous, à la CEMAPA, même si on a eu quelques écueils avec, la construction bois, on est malgré tout convaincus que c'est une solution, c'est la solution pour construire, aujourd'hui et à l'avenir. C'est clairement, une opportunité pour nos projets, voilà, de toujours être plus innovants et d'être plus qualitatifs et voilà, de pousser, la ville de Paris à être une ville, bah, agréable, urbaine et accueillante. Voilà. Merci à tous.